Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour cette première interview. Aujourd'hui, et ce pour la première fois, je reçois un homme à l'histoire exceptionnelle. Rescapé de la guerre au Burundi, au cours de laquelle il a vu sa mère se faire tuer sous ses yeux à l'âge de 3 ans, mais également au cours de ce conflit, il a perdu sa jambe. Aujourd'hui, il a réussi à faire de ce handicap sa force, puisqu'il est devenu champion d'athlétisme handisport. Quadruple champion du monde du saut en longueur des moins de 23 ans, mais également triple médaillé d'argent du 100 et 200 mètres. Aujourd'hui, et ce, pour la première fois, je reçois Jean-Baptiste Alaise. Bonsoir Jean-Baptiste, et merci d'avoir accepté mon invitation. Alors Jean-Baptiste, vous êtes né le 10 mai 1991 au Burundi. Vous vous appeliez à l'époque Mugisha, et à l'âge de 3 ans, vous avez vécu une histoire terrifiante. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Alors oui, je suis originaire de Burundi, je suis Tutsi. J'ai vécu le génocide en 1993 et j'avais 3 ans, alors les conflits ont éclaté. C'était un conflit de religion entre les Hutus et Tutsis. Donc en fait, ils ont voulu, les Hutus, ils voulaient éliminer les familles productrices, donc c'était les mamans et les enfants. Donc du coup, moi j'étais un enfant, plus ma mère, donc en fait ils ont tué ma mère, après ils sont attaqués à moi parce que j'étais un gosse. Donc vous avez été amputé au niveau du tibia ? Amputé, j'ai subi un coup de machette à la jambe droite, au niveau de tibia, et plusieurs coups de machette dans la tête et sous le bras et dans le dos. Et vous avez encore des cicatrices ? J'aurais une cicatrice à vie. À vie ? Tout à fait. Donc à l'âge de 7 ans, vous arrivez en France, et vous êtes adopté par une famille française. Vous avez changé de prénom, vous vous appelez maintenant Jean-Baptiste, et votre nom de famille également, Alaise. Et à 7 ans toujours, on vous fabrique votre première prothèse. Cela n'a pas été trop compliqué, cette adaptation? C'était quand même assez particulier parce que c'était la première fois que je quittais le Burundi et arriver en France, pour moi j'avais la sensation d'arriver sur une nouvelle planète. J'avais jamais vu autant de blancs, du coup j'étais un peu stressé et pas rassuré parce que comme on dit chez vous, nous c'est la même chose, on dit toujours que les blancs ils mangent les noirs, chez nous aussi c'est pareil, le même compte. Donc au fait de voir autant de blancs, je me dis je vais me faire manger, tout. Je fais des films, tout ça. Et ça a quand même été compliqué vis-à-vis de mes parents parce que je parlais pas français. Ah oui, vous parliez... que burundais. Et vous avez appris le français rapidement? Non, j'ai quand même mis 1 an. Et alors, vous avez une anecdote incroyable. C'est-à-dire qu'au collège, en France, personne ne savait que vous étiez handicapé. Et vous avez fait cours de sport. À la fin, vous allez vous changer dans le vestiaire. Et là, votre professeur de PS arrive. Et qu'est-ce qu'il voit? Que vous êtes amputé à la jambe. Il voit que j'ai une prothèse à la jambe. Et c'était assez surprenant pour lui. En voyant ce que je venais de faire avec une prothèse. Et surtout que j'ai réussi à cacher quasiment de la 6e jusqu'à la 4e. Personne n'a vu? Personne n'a vu. Même vos amis n'étaient pas au courant? Personne. C'est incroyable. J'étais assez mal à l'aise avec ma couleur de peau par rapport au racisme que je pouvais rencontrer tous les jours. Donc je me suis dit, s'ils apprennent que je suis noir et un peu j'ai un handicap à la jambe, donc ça va pas aller. Ça va pas le faire. Donc du coup, je suis resté discret. Et jusqu'au jour où le prof m'a attrapé dans les vestiaires sous une jambe en train de sauter de la douche. Et comment il a réagi? Il était assez choqué en voyant que en fait j'avais un handicap, alors que l'handicap pour lui c'était impossible de voir ça parce que lui il me voyait comme un autre élève qui courait quasiment plus vite que les élèves aussi, oui, dans sa classe. Et du coup il m'a dit c'est incroyable ce que tu viens de faire, tu viens de faire gagner ta classe. Et du coup il m'a dit là il faut qu'on trouve un club d'athlétisme parce que tu as l'air d'être très rapide et beaucoup de talent. Et du coup j'ai écouté. Aujourd'hui, c'est grâce à lui que je suis en équipe de France. C'est incroyable. Vous êtes donc spécialiste du 100 et 200 mètres, mais également du saut en longueur. Votre meilleure performance, vous l'avez réalisée à Rio, aux Jeux paralympiques, en septembre dernier. Et vous avez 3 prothèses pour le sport. Et vous nous en avez apporté une aujourd'hui. C'est celle-ci, qu'on montre bien à ceux qui nous regardent. Quelles sont ses particularités? Alors cette prothèse-là, elle a été fabriquée pour le sprint 100 et 200 mètres. Oui. Alors j'ai réussi à faire une semelle qui était différente par rapport à celle du saut. C'est-à-dire que quand je cours, ça permet de dérouler dans le sol
par rapport à la semelle que j'ai mise dessous. Et du coup j'ai les angulations qui sont différentes. Le fait d'incliner un peu moins vers le bout de la pointe de la lame, ça permet que la lame va s'écraser vers l'avant et non vers le haut. Et c'est plus simple de courir avec ça ou est-ce que par rapport aux performances, au temps, on va plus vite avec une lame ou avec ses jambes par rapport au valide? Contrairement à ce que les gens peuvent s'imaginer, c'est pas du tout facile. Moi ça fait 9 ans maintenant et je commence tout juste à savoir utiliser la manière de comment appuyer, comment sauter, comment courir avec parce que c'est deux mouvements différents. Donc c'est comme si je demandais de faire un mouvement différent, tout côté gauche et tout côté droit. Donc, ah oui, c'est pas du tout pareil. Ton cerveau, au niveau de l'appui et... Voilà. À gauche, je dois griffer dans le sol avec la jambe valide et à droite, je dois pistonner. Ça fait deux mouvements différents. Donc mentalement, c'est compliqué à arriver à assimiler ça à pleine vitesse. Donc vous avez débuté votre carrière à l'INSEP, mais finalement cela ne vous convenait pas. Vous avez donc décidé de partir aux États-Unis pour vivre le rêve américain. Mais ce rêve, malheureusement, n'a pas duré très longtemps puisque ça coûtait trop cher pour vous. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il s'est passé durant cette période, votre arrivée à l'INSEP, votre départ pour les États-Unis, et puis finalement votre retour en France, à Saint-Raphaël, au Krebs? Vous pouvez nous détailler ce que vous avez fait durant cette période? J'ai fait quand même 5 saisons à l'INSEP. Et pour moi, ce que je voyais à la télé, ce que j'entendais des autres sportifs, c'était le meilleur endroit pour être le meilleur athlète dans le monde. Au fur et à mesure du temps, je ne me faisais pas très bien, je n'aimais pas du tout la manière dont je t'entraînais. Avec le temps, j'ai découvert que les coachs, ils y connaissaient absolument rien, ils m'ont simplement vendu du rêve en me disant oui, c'est comme ça que je dois courir, c'est comme ça que je dois sauter, c'est comme ça que je dois... Et ça pour les personnes handicapées ou même pour les valides? Les deux. Donc c'est encore plus dur pour moi qui a une prothèse. Je dois apprendre à courir avec ça. Et donc déjà tu t'y connais rien chez les valides et en plus tu dois t'y connaître chez les handisports. Donc en fait c'est totalement des coachs qui connaissaient absolument rien, qui nous ont vendu du rêve sur des programmes d'entraînement qui étaient méconnaissables. Et donc en fait j'ai perdu quasiment 5 ans à l'INSEP. Et après vous partez aux États-Unis? Après je partais aux États-Unis en voulant découvrir autre chose. Je savais que les États-Unis c'était vraiment en avance. C'était pas vraiment pour découvrir le rêve américain parce que je suis pas parti là-bas pour les vacances. Ouais. J'ai pu justement fabriquer cette prothèse là-bas qui m'a revenu à $18 000. C'est très cher. Voilà, c'est très cher. Et j'ai payé de ma poche. Mais bon, j'ai vraiment réalisé que j'ai progressé grâce au nouveau matos. J'ai compris que le matériel c'est ce qui est plus important quasiment par rapport à les séances de muscu. Si tu as le corps parfait mais la prothèse qui ne suit pas, ça sert à rien d'avoir un corps parfait si la prothèse ne suit pas. Donc c'est bien d'avoir une bonne prothèse et après ton corps doit se muscler avec. Donc après vous allez au Krebs à Saint-Raphaël. C'est mieux là-bas? Qu'est-ce qui est mieux? Les États-Unis, l'INSEP, le Krebs? Quand je suis revenu à Paris après les États-Unis, suite à un peu de moyens financiers, je voulais pas retourner à Paris, rester à Paris, donc j'ai voulu découvrir autre chose encore. Donc en fait, j'ai une très bonne relation avec le meilleur de ma catégorie maintenant, qui est un Allemand qui s'appelle Markus Rehm. On y viendra après. Voilà, il a découvert le secret sur les prothèses, du coup il m'a proposé d'aller m'entraîner avec lui. Donc en fait, j'avais le projet de partir en Allemagne, mais l'autre projet c'était de pouvoir revenir en France. Quand je revenais en France, parce que j'allais atterrir, je ne voulais pas rester à Paris, donc je me suis dit que ce serait bien de découvrir un endroit où il fait chaud, donc c'était la Côte d'Azur. J'ai eu la chance de découvrir Saint-Raphaël par rapport au centre de rééducation, le CERS. J'ai fait quasiment 2 saisons là-bas, donc au final je me suis plu et je suis resté. Donc en tout temps, je faisais des échanges avec le coach en Allemagne et le coach de Saint-Raphaël. Alors on sait que vous avez participé aux Jeux Paralympiques de Londres en 2012. C'était vos premiers Jeux Paralympiques, et vous avez terminé à la 7e place. Qu'est-ce que vous avez appris de cette défaite, si on peut dire ça comme ça? J'ai été très mal entraîné pour être en forme le jour J. Je me suis senti vraiment très fatigué le jour J de mes épreuves, alors que normalement, par rapport au cycle de programme, sur le travail, tout ça qui était réalisé, j'aurais dû être en forme. C'est le jour de ma compétition où j'étais censé péter tous mes scores. Et en fait, du coup, j'étais très déçu de voir que la programmation n'a pas été bonne pour moi.
Et donc je me contente d'une 6ème place finaliste et avec 6m10 je crois. Et donc j'étais assez déçu. Mais bon, c'était mes premiers JO. Je m'attendais pas vraiment à faire les jeux aussi rapidement, aussi jeune. Et donc j'ai pu me dire que c'est une première expérience. La première année, tu participes au jeu, c'est souvent soit tu réussis, soit tu fais échec. C'est rare que tu fais les deux. Donc en fait, soit tu réussis, donc c'est bien, tu as la médaille. Si tu fais échec, bah, c'est parce que tu n'as pas appris les bonnes choses pour être prêt le jour J de ton épreuve. Ou se préparer à ce qu'on fait au temps une épreuve olympiade. Quand tu es au JO, c'est vraiment la plus grosse compétition planétaire. Ouais. Et les gens qui sont pas là-bas ou qui font jamais les jeux ne peuvent pas s'imaginer ce que c'est. C'est beaucoup de pression, beaucoup de stress, beaucoup de remise en question sur ta carrière. C'est un grand challenge, tous les meilleurs sont là et il faut y aller. Tu as 86 000 personnes dans le stade qui t'encouragent et c'est quelque chose d'incroyable. Donc au Krebs, vous allez aller au Krebs ensuite et vous rencontrez votre coach Daniel Darien qui est père du sauteur de Hay Garfield. Vous allez avec lui sensiblement vous améliorer et vous allez réussir à vous qualifier pour les Jeux paralympiques de Rio. Et vous allez terminer à une très belle 5e place. Le niveau était très relevé. Et c'est Marcus Rem qui a remporté l'épreuve. Il a battu le record du monde au passage. C'était trop dur d'aller sur le podium. Par rapport à Londres, c'était moins difficile. C'est-à-dire que cette année, j'étais préparé. J'avais mis tous les blessures de côté depuis 3 ans. Cette année, j'étais présent sur tous les podiums. Et donc, par rapport à ce que j'avais fait à l'entraînement, c'était pas du tout irréalisable. Je savais qu'il fallait que je fasse le plus grand saut de toute ma carrière pour être sur le podium. Et j'y ai cru. Et malheureusement, c'est pas passé par rapport à le problème de concentration que j'ai découvert le jour J de mon épreuve. C'est-à-dire qu'en gros, pendant mon passage, j'étais 7ème à passer. Et moi, chaque fois, je tapais la cérémonie de clôture. Ouais. Enfin, la cérémonie de remise de médaille. Et du coup, quand j'étais prêt à préparer mon saut, je partais et d'un coup le juge me disait d'arrêter de courir et d'attendre l'hymne national du pays, de la Chine, des États-Unis, tout ça. Et après quand c'était à mon tour de repartir, il y avait le chrono qui tournait et du coup mentalement je pensais au temps et saut et à la performance. Du coup j'avais dans mon cerveau, j'ai du mal à gérer tout ça. C'est des choses que j'avais préparées par rapport à ce qui n'a pas été bon à Londres 2012. C'est tout de même une très belle performance puisque c'est le record de France que vous battez. Mais à l'échauffement, vous avez fait une performance encore plus exceptionnelle elle vous aurait permis d'aller sur le podium. Mais c'est très prometteur pour l'avenir. Vous n'êtes pas trop déçu de ça? Ce qui me déçoit un peu, c'est à l'échauffement, j'étais bien, j'étais chaud, j'étais parmi les meilleurs. J'étais surpris de voir où est-ce que j'atterrissais par rapport au début jusqu'à la fin. Et il y avait des sauts qui étaient à 7,40, 7,50. J'étais quasiment surpris de voir que je peux faire ça, je suis prêt. Et c'est là, à la suite, quand j'ai commencé mon concours, je voyais mes camarades faire des sauts à 7,13. Du coup, ça m'a perturbé. J'ai voulu aller plus loin que la technique. Et finalement, le fait d'avoir voulu faire la performance et non pas la technique, ou ce que je sais faire, c'est ce qui m'a pénalisé. Mais à côté de ça, je suis quand même assez content. Je fais 5ème. Mais avec 6m81, c'est le 5ème meilleure performance de tous les temps, c'est pas rien. À Londres, je fais 6m10, mais on est beaucoup à avoir fait 6m10. Ouais, mais c'est énorme. Donc je suis plutôt content parce que je rebats mon record au JO et c'est pas une 5ème place qui est dégueulasse par rapport à ce qu'on pouvait imaginer. Mais là où je déconnais, c'est que je savais très bien que je pouvais faire la médaille. Comment est-ce que vous... C'est pas fini pour la suite, c'est très bon, c'est très encourageant. Par rapport à ce que j'ai pu voir à l'échauffement, je me dis que cette année je peux me qualifier pour d'autres championnats avec les valides. Et comment est-ce que vous avez vécu cet après Rio? Ça n'a pas été trop compliqué mentalement? C'est toujours assez compliqué, hein. Même aujourd'hui c'est fini maintenant et là je suis en vacances, j'essaie de profiter et tourner la page, mais me dire que je pouvais avoir la médaille à 90%, et aujourd'hui je rentre sans médaille et surtout dans l'e-sport tu rentres dans la lumière avec la médaille si t'as pas ça. Surtout je suis journaliste et qu'une merde on ne te connaît pas. Donc aujourd'hui je me rends compte, je me retrouve avec plus de sponsors, plus rien parce que j'ai pas ramené la médaille alors que j'ai quand même fait des choses incroyables. Mais l'handisport en France, si t'as pas de médaille, c'est mort, tu peux rien faire. Donc mais dans le futur, peut-être que les sponsors reviendront vers vous?
Dans le futur. Parce que vous ferez des expériences exceptionnelles. Oui, c'est vrai, faut pas que je Mais m'arrête tous là, parce que convaincus. là je suis sur ma lancée. Depuis 2 ans j'ai compris beaucoup de choses. Donc aujourd'hui je peux faire des grandes compétitions, avec beaucoup de victoires. Et voilà, c'est pour ça que si avant j'avais avoir des partenaires, là je peux en avoir. Mais ce que je comprends pas, c'est que là j'arrive à avoir un très bon niveau par rapport à l'époque. Et c'est maintenant que les sponsors s'en vont, alors qu'avant ils étaient là, mais je n'avais pas le même niveau que maintenant. Donc c'est bizarre ce qui m'arrive. C'est quand même assez dur, mais c'est le sport. Il faut tourner la page si tu veux réussir. Soit tu abandonnes, soit tu continues. Et, on dit toujours c'est avec l'échec qu'on avance, et sauf que ça fait 4 ans que j'ai d'échecs. C'est ce qui est un peu dur. Vous continuerez à progresser. Et on va parler du futur maintenant. Quels sont vos objectifs et votre programme maintenant, après vos vacances, qu'est-ce que vous ferez? Je reprends l'entraînement début novembre. Et je veux d'entrée essayer de me qualifier pour le championnat de France élite valide en salle dès février-mars. Et c'est un nouveau challenge. Et je sais qu'aujourd'hui, si je veux rivaliser les podiums à Tokyo, il va falloir faire des sauts quasiment pareil que les valides, 7m60, 7m50. Donc c'est le seul moyen pour y arriver, il faut que je rivalise maintenant les valides. Donc Tokyo 2020, on vous verra. Voilà, je serai là Tokyo. Vous y serez, vous irez chercher cette médaille qui vous manque. Voilà. Qui manque à votre palmarès exceptionnel. C'est ça. Et alors, vous êtes ambassadeur des Jeux de Paris 2024. Alors, vous y serez en tant qu'ambassadeur ou en tant qu'athlète? Je sais pas comment. On a tous envie de vous voir. Je sais pas comment ça va se passer Tokyo, mais si on arrive à avoir les Jeux à Paris, ce serait fabuleux, ce serait historique. Du coup, c'est important d'être présent, donc je prendrai ma retraite à Paris dans 2024. Merci Jean-Baptiste, on vous souhaite vraiment que du bonheur pour la suite. On croit en vos chances, on croit en vous. Vous êtes fort et vous le ferez. Et merci une fois encore d'avoir accepté mon invitation. C'est un honneur pour moi de vous interviewer. C'était la première fois que je faisais ça. J'espère que ça n'a pas été trop mauvais. J'espère. C'était vraiment pas mal pour un début, pour une première. Donc félicitations et je suis content de te rendre service. Merci beaucoup, c'est très gentil. Voilà, c'est donc la fin de cette interview. Merci à vous de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous aura plu, que j'aurais pas été trop mauvais. Vous pouvez me suivre, n'oubliez pas, sur les réseaux sociaux, Facebook, l'interview de Mathieu, mais également sur Twitter, Instagram et Snapchat, Mathieu Carman avec 2 T. Je vous remercie de m'avoir regardé et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!